Tu n'es pas la moitié de la femme que ta sœur est, ont dit mes parents au dîner. J'ai reculé ma chaise et j'ai dit, alors, elle peut commencer à payer votre loyer. Papa est devenu pâle, le loyer? Quel loyer? Bonjour, je m'appelle Méline Harris, mais la plupart des gens m'appellent Maddie. J'ai 28 ans, j'habite à Portland, Oregon, et je travaille comme directrice financière pour une entreprise de logistique basée près du port. De l'extérieur, ma vie semble stable. Un emploi stable, un appartement loué bien rangé et quelques amis proches pour partager des soirées tranquilles. Mais chaque week-end, quand arrive le dîner de famille dans la maison à 2 étages de mes parents en banlieue, ce sentiment de stabilité est ébranlé. Pour mes parents, les dîners du vendredi soir ne sont pas seulement une tradition, mais presque une loi non écrite. Personne n'est autorisé à être absent. Chaque fois que je dis que j'ai du travail ou que je veux juste me reposer, ma mère appelle sans relâche jusqu'à ce que je cède. Ou mon père lance une phrase à moitié en plaisantant, à moitié sérieuse. Cette famille a une place pour toi. Ne la laisse pas vide. Et ainsi, semaine après semaine, je me retrouve assise à la même longue table en bois, devant la cuisine de ma mère, à côté de ma sœur, Claire, et sous l'ombre des attentes que ma famille place toujours sur moi. Claire a 3 ans de plus que moi et depuis l'enfance, elle a été destinée à être la star de la famille. Elle est grande, éloquente, autrefois capitaine de l'équipe de débat au lycée et a ensuite reçu une bourse complète pour étudier le droit à l'université de Washington. Mes parents disaient souvent que Claire était née pour réussir et chaque pas qu'elle faisait était accueilli par des applaudissements sans fin de la part des proches. En revanche, moi, la sœur cadette plus silencieuse qui préférait les chiffres aux éloges, j'ai toujours joué le rôle de soutien. Je ne me suis jamais plainte, du moins pas devant eux. Je sais ce en quoi je suis bonne, et je n'ai pas besoin des projecteurs pour le prouver. Mais cela ne veut pas dire que les comparaisons constantes n'ont pas laissé leur marque sur moi. Le repas s'est déroulé avec des conversations tournant autour de Claire, de son travail au cabinet d'avocat, de sa nouvelle maison, de ses projets de décoration intérieure. Mon père parlait avec fierté dans la voix. Elle le mérite. Elle a travaillé dur et a fait ses preuves. Ma mère hocha la tête en signe d'accord, ajoutant, c'est ça. Claire nous rend toujours fiers. Toute la famille peut se tourner vers elle avec fierté. Je suis restée silencieuse, poussant la nourriture sur mon assiette, avalant chaque bouchée avec une trace d'amertume. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai occupé des emplois à temps partiel pour payer mes propres études universitaires. J'ai obtenu mon diplôme, trouvé un emploi stable et j'ai même discrètement aidé mes parents lorsqu'ils traversaient des difficultés financières. Mais personne à cette table n'a jamais mentionné tout cela. À leurs yeux, tout ce que j'ai contribué n'était qu'un devoir silencieux, jamais aussi précieux qu'un contrat immobilier que Claire avait signé. À la fin du dîner, alors que les verres de vin étaient presque vides, ma mère posa sa fourchette sur la table et me regarda droit dans les yeux. Sa voix n'était pas forte, mais elle coupait l'air, tranchante et froide comme une lame. Tu n'arrives même pas à la moitié de ta sœur. À cet instant, j'ai senti mon cœur se serrer. Mais au lieu de larmes comme par le passé, un étrange calme m'envahit. J'ai reculé ma chaise, le grincement du bois sur le sol envoyant des frissons dans la pièce. J'ai regardé droit dans les yeux de ma mère, puis j'ai tourné mon regard vers Claire, arborant toujours son sourire triomphant, et j'ai dit d'une voix si stable qu'elle était presque glaciale, alors laisse-la te payer le loyer. Toute la pièce devint silencieuse. Claire cligna des yeux, confuse. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent d'incrédulité. Mon père, qui avait souri toute la soirée, pâlit soudainement. Il força chaque mot comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Le loyer, qu'est-ce que tu veux dire? Je me redressai, la main posée sur la chaise, le cœur battant la chamade, mais ma voix restait stable. Je veux dire que pendant les 3 dernières années, j'ai envoyé de l'argent chaque mois pour vous aider à payer le prêt hypothécaire de cette maison lorsque la famille traversait des difficultés après la pandémie. Dans mon esprit, c'était comme un film qui rembobine vers une nuit d'hiver il y a 3 ans. Ce soir-là, je venais de finir de travailler tard, assise dans mon appartement loué à Portland, entouré de piles de papiers financiers pour des clients, quand mon téléphone a vibré sans arrêt. Voyant le numéro de ma mère, je me suis figé un peu car elle m'appelait rarement à cette heure-là. Quand j'ai décroché, sa voix tremblait, étouffée par la peur. Maddie, nous allons peut-être perdre cette maison. Ton père vient de perdre un important contrat de construction et nous n'avons pas assez pour couvrir le paiement du prêt hypothécaire ce mois-ci. Si la banque ne reçoit pas l'argent à temps, elle enverra un avis la semaine prochaine.
Je me souviens clairement du froid glacial qui parcourut ma colonne vertébrale lorsque ces mots s'insinuèrent. Notre maison, celle dans laquelle j'ai grandi, le lieu qui recèle tous mes souvenirs d'enfance, était sur le point de disparaître à cause d'un chiffre sur un relevé de dette. Ma mère sanglotait, sa voix se brisait comme celle de quelqu'un sur le point de se noyer. Peux-tu nous aider juste cette fois pour que nous gardions un toit au-dessus de nos têtes? Après cela, ton père et moi trouverons un moyen de te rembourser. Je n'ai pas beaucoup hésité. À l'époque, je travaillais depuis quelques années et j'avais économisé une petite somme, espérant acheter mon propre appartement d'ici 2 ou 3 ans. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, oui, je vais le transférer dès demain matin. Après avoir raccroché, je suis resté assise à fixer l'écran noir, le cœur lourd, mais je me suis consolé en me disant que c'était juste une fois. La famille est en crise. Je vais aider et tout rentrera dans l'ordre. Le lendemain matin, j'ai transféré l'argent par la banque. Ma mère a rappelé, sa voix remplie de soulagement et de gratitude, répétant encore et encore, merci. Juste cette fois. Je l'ai cru. Je voulais la croire, mais une fois devint 2 fois, puis 3 fois. Le mois suivant, ma mère m'a envoyé un SMS, mon cœur, l'entreprise de ton père ne s'est toujours pas redressée. Peux-tu aider juste ce mois-ci? Le mois prochain, nous nous débrouillerons seuls. J'ai encore accepté. Le mois suivant est arrivé avec la même promesse, juste cette fois. Petit à petit, ces transferts sont devenus une routine jusqu'à ce que je mette en place un calendrier de paiements automatiques avec la banque. Chaque fois que je voyais le solde de mon compte diminuer, je me disais, la famille passe avant tout. Je reconstruirai mes économies plus tard. Mais au fond, je savais que mon rêve d'avoir mon propre appartement dans le centre-ville de Portland s'éloignait de plus en plus. Je me souviens d'une soirée en particulier, tard au bureau, quand mon père a appelé. Sa voix ne portait plus sa confiance d'antan, mais était rauque et lourde. M'a dit, je déteste devoir te demander ça, mais ce mois-ci nous ne pouvons vraiment pas y arriver. Si nous perdons la maison, ta mère s'effondrera. Je le promets. Juste ce mois-ci. Je suis resté là à regarder par la fenêtre la bruine tomber sur la rue, ressentant à la fois pitié et colère. Pitié parce que mon père avait perdu la fierté qu'il portait autrefois. Colère parce que, encore une fois, je devais mettre mes propres rêves en attente. Et pourtant, j'ai hoché la tête presque par réflexe. 3 ans, plus de 36 transferts, plus de 70 000 $. C'était le sacrifice que j'avais fait. Et pourtant, au sein de la famille, personne ne l'a jamais reconnu. Jamais lors de ces dîners, un seul mot de remerciement ne m'a été adressé. Pour eux, tout ce que j'ai donné semblait invisible, comme si ce n'était que le devoir attendu d'une fille, toujours célibataire, sans charge, avec un revenu stable. Fin du tribe. Et maintenant, assise à cette table de dîner, quand j'ai enfin dit la vérité, mes parents l'ont immédiatement nié. Ma mère a froncé les sourcils, la voix tremblante. Nous ne t'avons jamais demandé cela. Tu dois te tromper. Si tu as choisi d'aider, n'en parle pas maintenant. Mon père croisa les bras, essayant de reprendre son autorité. M'a dit, nous apprécions que tu aies aidé une fois, mais en parler comme ça à la table du dîner est inapproprié. Entendant leurs mots, j'ai laissé échapper un rire amer. Inapproprié. Pendant 3 ans, je vous ai discrètement aidé à garder cette maison. Et ce soir, je suis assise ici à écouter ma mère dire que je n'arrive même pas à la moitié de ma sœur. Ne voyez-vous pas l'injustice dans cela? La pièce semblait si lourde qu'il semblait que tous les sons extérieurs avaient été étouffés, ne laissant que le martèlement de mon cœur. Après avoir dit la vérité que j'avais enfouie pendant 3 ans, le silence s'abattit sur la table du dîner. Claire est restée immobile, les mains jointes, les yeux détournés comme si cela ne la concernait en rien. Mes parents ont réagi exactement comme je l'avais imaginé, déni, évitement, puis rejet de la faute sur moi. Et à cet instant, un souvenir m'a submergé comme une vague, lié à un sentiment familier. J'avais toujours été celle qui était invisible dans ma propre famille. Depuis que j'étais petite, chaque fois que les proches se réunissaient, je m'asseyais à la petite table pendant que Claire se tenait dans le salon à raconter des blagues, à danser une courte danse ou à réciter des passages par cœur. Tout le monde applaudissait et disait, « Elle est intelligente et vive. Elle va certainement réussir. » Moi, l'enfant qui aimait tenir un crayon et calculer, qui construisait méticuleusement des diagrammes légaux, je ne recevais qu'un commentaire bref. Maddy est calme, très sensible.
Cette étiquette m'a collé à travers l'enfance comme une ombre dont je ne pouvais jamais me débarrasser. En classe, mes résultats en mathématiques étaient toujours excellents. Pourtant, quand mes parents se vantaient auprès des connaissances, tout ce qu'ils mentionnaient était « Claire vient de gagner un prix de débat. Claire a intégré l'équipe de débat. » Je me tenais derrière eux, serrant ma copie à plus, me sentant comme rien de plus qu'un arrière-plan décoloré. Ces souvenirs ont refait surface alors que j'étais assise à la table du dîner aujourd'hui. Je voulais crier, et moi alors? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai payé vos dettes. J'ai empêché cette maison d'être saisie. J'ai travaillé comme une folle depuis mes 17 ans pour payer ma propre scolarité. Mais ces mots sont restés coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, je me suis entendu murmurer presque inaudiblement. Pourquoi suis-je toujours juste une ombre? Personne n'a répondu. Ma mère a posé sa cuillère et m'a regardé avec un regard mi-doux, mi-reprocheur, puis a soupiré. Tu es toujours trop sensible. Nous n'avons jamais pensé que tu étais moins importante. C'est juste que le chemin de Claire est plus visible. Tu dois comprendre. J'ai ri amèrement. Plus visible, cela signifie que son travail est sous les feux de la rampe alors que ce que j'ai sacrifié est censé rester caché. Mes mots sont tombés dans le silence. Claire s'est légèrement remuée mais n'a toujours rien dit. J'ai regardé ma mère, cherchant une trace de reconnaissance dans ses yeux, mais je n'ai vu que de l'évitement. À cet instant, j'ai réalisé que le problème n'était pas l'argent. Ce n'était pas les 70 000 $ qui avaient quitté mon compte. Ce qui me faisait tant de mal, c'était la vérité, pendant des années, je n'avais jamais été vu. Mes contributions, mes efforts, tout était considéré comme acquis, comme une ombre sans nom dans cette maison. J'ai baissé la tête, serré les poings, essayant d'empêcher les larmes de couler. Le sentiment était un mélange de tristesse, d'humiliation et d'une soudaine clarté. J'ai levé les yeux et, pour la première fois, j'ai rencontré le regard de mes parents sans détourner les yeux. J'ai parlé lentement, en articulant chaque mot. Je comprends maintenant, le problème n'a jamais été l'argent. Le problème, c'est que peu importe ce que je fais, vous ne me reconnaîtrez jamais. Je n'ai jamais été assez et je ne serai jamais assez parce que, à vos yeux, je ne suis que l'ombre derrière Claire. J'en ai fini. La courte phrase portait des années d'épuisement et tous les moments où j'avais avalé ma douleur, et elle a jailli dans l'air comme une flèche. Mon père a grondé, sa voix comme du silex. Si tu pars, ne reviens pas, les mots étaient si amers que je pouvais sentir chacun d'eux s'enfoncer dans ma peau comme une condamnation à renoncer à tout confort restant. Et j'ai su à partir de ce moment qu'une ligne avait été tracée en moi. Je ne voulais plus courir après leur approbation. Cette nuit-là, après que le dîner se soit terminé en silence, j'ai repris ma petite voiture pour rentrer à mon petit appartement loué dans le centre-ville de Portland. Le trajet de retour m'a semblé plus long que d'habitude, non pas à cause du trafic, mais parce que mon esprit était tellement embrouillé que j'ai perdu la notion du nombre de feux qui avait changé. Les mots de mes parents résonnaient dans ma tête. Tu es toujours trop sensible. Ne transforme pas le dîner en une liste de tes actions. Et le pire, c'est la façon dont ils évitaient mon regard quand je mentionnais les 3 années de transferts hypothécaires. Je suis entré dans l'appartement, j'ai allumé les lumières, et un lourd silence s'est installé sur tout comme une épaisse couverture. J'ai laissé tomber mon sac par terre, enlevé mes chaussures, et je me suis presque immédiatement effondré à la petite table de la salle à manger près de la fenêtre. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais mon ordinateur portable, me connectais à mon compte bancaire et naviguais vers la section des transferts programmés. Chaque mois, le 15, une somme était prélevée directement sur ma paie et envoyée sur le compte de mes parents. Pendant plus de 36 mois, cela avait fonctionné silencieusement, comme par magie. J'ai fixé l'écran, le curseur en attente, et après quelques secondes d'hésitation, j'ai cliqué sur Annuler. Une confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter ce paiement automatique? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur Oui. C'était tout. Le premier sentiment qui m'a frappé fut douloureux, comme si je venais de me couper un morceau de moi-même. Pendant 3 ans, j'avais lié mon identité à ces paiements. Maddie, la fille qui prenait soin de la famille, qui se sacrifiait, qui faisait passer les autres en premier. Maintenant que je l'avais rompu, je me sentais vide, comme si j'avais trahi le devoir que j'avais si volontiers assumé. J'ai fermé mon ordinateur portable, je suis allé dans la cuisine et j'ai versé un verre d'eau avec des mains qui tremblaient encore. Mais ensuite, je suis retourné à la table, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti le dossier que j'avais conservé tout ce temps. À l'intérieur se trouvaient les relevés bancaires imprimés,
soigneusement classés par mois, depuis cet hiver il y a 3 ans, jusqu'au plus récent. Je les ai étalés sur la table, les feuilles noires et blanches recouvrant la petite surface. Les chiffres ressortaient, 5 cents, 1000, certains mois, 1500 cents, voire 2000. Quand mes parents disaient, ce mois-ci est plus difficile que d'habitude. Je les ai additionnés, des marques de crayon traversant la page. Et quand j'ai eu terminé, le total m'a regardé, plus de 70 000 $. Je suis resté immobile, fixant ce chiffre. La première vague de douleur m'a submergé à nouveau. 70 000 $, de l'argent qui aurait dû être l'acompte pour l'appartement dont je rêvais dans le centre-ville de Portland, ou du moins assez pour commencer une vie sans loyer. Ma poitrine se serra, mes yeux brûlèrent, et une fois de plus je me demandais, pourquoi ai-je laissé les choses aller aussi loin? Je me souviens de chaque moment où j'ai renoncé à une partie de moi-même juste pour continuer à les aider. La première fois que j'ai refusé un voyage avec des amis parce que je n'avais pas d'argent, alors qu'en vérité, je venais d'envoyer le paiement du prêt hypothécaire de ce mois-là. La fois où j'ai reporté ma candidature à l'école supérieure parce que mon compte d'épargne n'était pas ce qu'il aurait dû être. Et la fois où j'ai refusé la chance d'emménager dans un appartement plus grand lorsque mon propriétaire a augmenté le loyer parce que je ne pouvais pas couvrir la caution. Chaque choix revenait à une chose, maintenir la maison de mes parents debout. Mais ils n'en ont jamais parlé à personne. Pour eux, c'était comme si cela ne s'était jamais produit. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, regardant les papiers étalés sur la table. Sous les couches de douleur et de déception, un nouveau sentiment s'est lentement glissé. Le soulagement. Pour la première fois depuis 3 ans, j'ai réalisé que j'avais vraiment coupé le cordon qui me liait à cette responsabilité tacite. Plus de déductions automatiques, plus de notifications par SMS de la banque, me rappelant un solde qui diminuait chaque mois. Je suis resté immobile, sentant une brise fraîche glisser par la fenêtre, se diffusant dans l'espace vide en moi. Mais ce vide n'était pas seulement sombre. Il portait aussi un fragile sentiment de liberté. J'ai pensé à l'avenir, à ces 70 000 $. Si je pouvais encore économiser avec mon salaire actuel, alimenté par cette nouvelle détermination, alors en quelques années, je pourrais verser l'acompte pour mon propre appartement. La pensée m'a fait sourire sans m'en rendre compte. Un petit sourire, mais plus sincère que n'importe quel sourire forcé que j'avais arboré lors des dîners de famille. J'ai murmuré pour moi-même, cet argent aurait dû être l'acompte pour ma propre maison. Et pour la première fois, j'ai cru que ce n'était pas si inaccessible. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé la télévision, je n'ai pas écouté de musique. Je suis simplement resté assise dans le silence de mon appartement, les chaudes lumières jaunes se répandant sur les relevés éparpillés. Je les ai laissés sur la table, les laissant servir à la fois de rappel de tout ce qui était perdu et de début de quelque chose de nouveau. Et quand je me suis finalement couché, j'ai su que demain serait le début d'un nouveau chapitre, un chapitre non défini par des appels désespérés à minuit, mais par les choix que je ferai pour moi-même. Après cette nuit, avec les relevés bancaires toujours éparpillés sur ma petite table de salle à manger, j'ai su que je ne pouvais plus vivre en pilote automatique. La boucle travail, envoi d'argent, sacrifice, silence s'était officiellement fermée. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que le contrôle de ma vie m'était rendu. Le lendemain matin, au lieu de me précipiter au bureau le cœur lourd, j'ai enfilé mes vêtements de sport et je suis sorti courir le long de la rivière Waimu. Portland était vivifiante, la brume pendait encore au-dessus de l'eau, et chaque foulée sur le sentier donnait l'impression de laisser tomber une autre couche de la tristesse qui s'était accumulée au cours des 3 dernières années. J'ai commencé lentement, puis j'ai accéléré, le souffle devenant plus difficile, mais ma poitrine étrangement plus légère. Peut-être enfin, je courais pour moi-même, pas pour rattraper l'ombre de ma sœur ou répondre aux attentes déraisonnables de mes parents. J'ai commencé à changer de petites habitudes. Le jeudi chaque semaine, je me suis inscrite à un cours de cuisine au centre communautaire, un lieu rempli de personnes différentes. De jeunes mères apprenant de nouvelles recettes, des hommes d'âge moyen espérant surprendre leurs femmes, et des étudiants internationaux loin de chez eux. Dans cette cuisine spacieuse sous de vives lumières, personne ne me connaissait comme la sœur toujours comparée à son frère qui réussissait. Ils ne me voyaient que comme Maddy, une femme qui aimait cuisiner italien, maladroite avec les desserts, mais douée pour assaisonner les soupes. Nous avons ri quand un pain brûlait sur les bords et avons applaudi quand quelqu'un réussissait sa première tarte. Ici, j'ai réalisé que personne ne mesurait ma valeur par des transactions immobilières ou des titres de cabinet d'avocat. Ils me voyaient à travers une sincérité simple et des joies petites. J'ai aussi commencé à renouer avec le monde extérieur au travail.
Un nouveau groupe d'amis m'a invité à faire de la randonnée le week-end autour du mont Hood. Debout au sommet, regardant l'étendue infinie de la forêt de pins verts, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai eu l'impression que mon corps était renaissant. Je n'étais plus Mathie recroquevillé dans un appartement calculant des transferts à mes parents, mais Maddy qui était libre, autorisée à rêver de choses rien que pour elle. Les soirs à la maison, au lieu d'ouvrir mon ordinateur portable pour m'inquiéter des feuilles de calcul, j'ouvrais un livre, préparais une tasse de thé et me laissais profiter du silence, un silence qui n'était plus lié au devoir ou au sacrifice. Mon travail a également commencé à s'améliorer. Peut-être que lorsque mon esprit n'était plus écrasé par l'injustice et la lourde responsabilité, j'avais plus d'énergie pour me concentrer. J'ai pris des projets plus difficiles, je suis resté tard au bureau pour réaliser des analyses financières pour des clients majeurs. Un soir, le directeur de l'entreprise est passé par là, m'a vu encore penché sur des feuilles de calcul après les heures de bureau, et s'est arrêté pour me tapoter l'épaule. « J'aime votre dévouement, Maddy, a-t-il dit. Cette entreprise a besoin de plus de gens comme vous. » Ce court compliment valait pour moi plus que toutes les comparaisons amères de ma mère. Au moins, ici, j'étais reconnu pour mes propres efforts. Un mois plus tard, j'ai été nommé chef d'équipe pour un nouveau projet. La sensation de me tenir devant la salle de conférence, de présenter le plan financier à l'ensemble du conseil d'administration, me faisait battre le cœur, mais me remplissait de confiance. Quand j'ai terminé ma présentation, mes collègues ont applaudi et mon patron a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai quitté cette pièce avec des pieds si légers qu'ils touchaient à peine le sol. Ce fut le moment où j'ai réalisé que je n'étais plus une ombre. Je me tenais dans ma propre lumière. Puis, un jour, un email est arrivé de Seattle. Une start-up fintech en pleine croissance voulait m'embaucher comme directrice de l'analyse financière. Le salaire était plus de 40% plus élevé que ma rémunération actuelle, plus des actions dans l'entreprise, une opportunité que je n'avais jamais osé imaginer alors que j'étais englouti par les obligations familiales. J'ai imprimé l'email et je me suis assise à le fixer sur ma table de cuisine, l'esprit rempli de questions. Déménager signifierait quitter Portland, la ville qui avait façonné mes années d'adulte. En même temps, ce serait un pas vers ma libération du filet invisible que ma famille jetait autour de moi. Je me suis souvenu de la nuit où j'avais compté tous les relevés bancaires, des mots de ma mère. Tu n'arrives même pas à la moitié de ta sœur, et du regard évasif de mon père quand j'avais mentionné l'argent. Une voix s'éleva dans ma tête. Il est temps. J'ai appelé ma meilleure amie et je lui ai parlé de l'offre. Elle a crié de joie. Maddy, tu dois l'accepter. C'est un nouveau départ que tu mérites. Entendant cette voix enthousiaste, ma poitrine s'est réchauffée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai répondu à l'email. J'accepte. 4 mots, mais 4 mots qui m'ont libéré du poids de mon passé. Dans les semaines précédant mon déménagement à Seattle, j'étais à la fois occupé et excité. Je me promenais plus souvent dans Portland, m'arrêtant au petit café sous le pont Burnside, m'asseyant près de la fenêtre et regardant les gens passer. Je savais que la ville avait été témoin des années où j'avais porté le poids des fardeaux de ma famille, mais maintenant elle était aussi témoin de mon départ pour réclamer ma propre valeur. Alors que je faisais mes cartons et que j'enlevais les tableaux des murs de mon appartement loué, je ne ressentais pas de tristesse. Au lieu de cela, j'avais l'impression de peler de vieilles chaînes, une couche à la fois. Le dernier jour à Portland, j'ai de nouveau couru le long de la rivière Waimu. Cette fois, je ne portais aucun poids avec moi, seulement un sentiment d'exaltation. Je savais que des défis m'attendaient, mais au moins ce seraient des défis que j'aurais choisis moi-même. Quand je me suis arrêté pour prendre une longue respiration, j'ai entendu mon cœur battre la chamade, non pas de soucis ou de peur, mais de la pure joie de commencer enfin à vivre pour moi-même. 6 mois après mon arrivée à Seattle, ma vie avait changé plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Mon travail dans la start-up fintech m'a entraîné dans un rythme exigeant mais exaltant. J'ai appris à travailler aux côtés d'esprits brillants et créatifs, des gens qui se fichaient de qui vous étiez ou d'où vous veniez, mais seulement de la valeur que vous apportiez. Dans cet environnement rude mais juste, j'ai trouvé la reconnaissance que j'avais tant désirée toutes ces années. Mon salaire était plus élevé, mes actions prenaient de la valeur, et j'ai vu mon compte d'épargne augmenter mois après mois. Un soir, assis seul sur le balcon de mon appartement loué, j'ai ouvert ma feuille de calcul personnel, j'ai additionné les chiffres et j'ai réalisé que j'avais enfin assez pour la compte de ma première maison. Mon cœur s'est emballé comme quand je courais le long de la rivière Waimu, mais cette fois pour échapper à la tristesse, mais d'excitation. J'ai programmé une réunion avec un agent immobilier pour le week-end.
Nous avons visité plusieurs appartements, certains spacieux mais sombres, d'autres lumineux mais trop éloignés du centre-ville. Je ne voulais pas me précipiter dans une décision. J'avais attendu trop longtemps, sacrifié trop pour en arriver là. J'avais besoin d'un endroit où je pourrais entrer et savoir immédiatement que c'est ma maison. Et puis, lorsque nous sommes entrés dans une unité au 16e étage d'une tour nouvellement construite, je me suis figé. Des fenêtres du sol au plafond s'ouvraient sur une vue imprenable sur Seattle, avec la Space Needle s'élevant fièrement contre le ciel bleu clair. L'appartement n'avait qu'une chambre, pas très grande, mais le soleil inondait chaque coin. Les planchers de bois poli brillaient, et la cuisine compacte était parfaitement équipée. Je suis allé sur le balcon, la brise fraîche caressant mon visage alors que je regardais la ville animée en contrebas. À ce moment-là, j'ai su que c'était là que je voulais appartenir. Le processus d'achat de l'appartement a pris quelques semaines, mais chaque jour qui passait, mon excitation augmentait. Quand j'ai finalement signé le contrat, mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de joie. Je tenais les clés dans ma main, le métal froid plus doux que tout ce que j'avais jamais touché. Le premier jour, je suis entré dans l'appartement vide. J'ai laissé tomber mon sac par terre, je me suis tenu au milieu du salon et j'ai regardé autour de moi. Aucun meuble, aucun bruit, juste de l'espace ouvert et une vue claire sur la Space Needle. J'ai pris une profonde inspiration et à l'intérieur, une seule pensée a résonné clairement. Pour la première fois, tout est à moi. Pas grâce à quelqu'un d'autre, pas acheté au prix de sacrifices silencieux, mais entièrement grâce à mes propres efforts. Les jours suivants, j'ai commencé à décorer l'appartement à ma façon. J'ai choisi un canapé gris clair, une petite table à manger en chêne et une haute bibliothèque atteignant presque le plafond pour y ranger mes livres préférés et quelques plantes vertes. J'ai accroché un paysage de Portland au mur, un rappel de l'endroit que j'avais quitté pour me retrouver. Chaque article que j'achetais était choisi avec soin, non pas à cause de l'argent, mais parce que je voulais que tout ici me reflète, pas quelqu'un d'autre. Quand la nuit tombait, je me tenais sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller et ressentant une pièce que je n'avais jamais connue auparavant. Un soir, j'ai pris une photo depuis le balcon, juste un coin de la Space Needle brillant dans le coucher de soleil orange feu, et je l'ai postée sur ma page personnelle. Je n'ai pas écrit grand-chose, juste une courte légende, un nouveau départ. Je pensais que c'était simplement une façon de marquer une étape importante dans ma vie. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. La notification affichait le nom de Claire. Son message n'était que quelques mots. Tu es vraiment quelque chose. Pourquoi tu n'as pas parlé à la famille? Je me suis figé sur l'écran, une vague d'émotions mêlées montant en moi. Dans ces mots, j'ai entendu plus de sarcasme que d'éloges, comme si acheter une maison était quelque chose qu'elle n'avait pas attendu, ou pire, quelque chose qui menaçait son rôle de personne réussie dans la famille. J'ai tapé quelques mots en réponse, puis je me suis arrêté. J'ai éteint l'écran et j'ai posé le téléphone face cachée sur la table. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je n'avais plus besoin de rien dire. Je n'avais plus besoin de reconnaissance de sa part, de mes parents, ou de quiconque dans la famille. Cet appartement, cette vie, en était la preuve la plus claire. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin, j'ai mis du jazz doux et je me suis installé sur mon nouveau canapé. L'espace autour de moi était encore nu, mais à l'intérieur, pour la première fois depuis des années, je me sentais complète. Je n'étais plus Maddy qui se sacrifiait en silence. Plus Maddy recroquevillée dans l'ombre des comparaisons avec sa sœur. J'étais Maddy, la femme qui avait osé couper les liens du passé, qui avait construit sa propre vie, et qui était maintenant assise dans sa propre maison, regardant les lumières de la ville briller au-delà du verre. Un après-midi de week-end, alors que je rangeais mon nouvel appartement à Seattle, mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé avec le nom de Madame Jensen, la voisine âgée qui vivait en face de chez mes parents à Portland. J'ai été un peu surprise car nous ne nous étions pas parlé depuis si longtemps. Mais j'ai répondu. Sa voix était joyeuse, bien qu'empreinte d'hésitation. Maddy, ma chère, comment vas-tu? J'ai quelque chose que je pensais que tu devrais savoir. Je viens de passer devant la maison de tes parents et j'ai vu une grande banderole accrochée à l'extérieur. C'était assez quelque chose. Laisse-moi t'envoyer une photo. Avant que je puisse répondre, elle l'avait déjà envoyée par SMS. Lorsque l'écran s'est allumé, mon cœur s'est serré. Sur le mur familier au-dessus du porche d'entrée pendait une large banderole blanche, des lettres rouges audacieuses s'étirant dessus. Félicitations, Claire, pour avoir préservé la maison familiale.
J'ai fixé les mots, mon souffle coupé, ma vision brouillée. La vue m'a transpercé comme une lame. J'ai dû la relire encore et encore pour croire que ce n'était pas une blague cruelle, préserver la maison familiale. Se pourrait-il qu'ils aient officiellement mis le nom de Claire sur les papiers de la maison? Je me suis affalé sur le canapé, ma main tremblant alors que je tenais le téléphone. L'appartement lumineux de Seattle semblait soudainement étroit et oppressant de silence. Un flot de souvenirs a envahi mon esprit. Les nuits tardives à faire des virements. Les messages suppliants de ma mère, juste cette fois. Les chiffres sur les relevés bancaires, plus de 72 000 $. Et maintenant, tout était effacé comme si cela ne s'était jamais produit. Dans l'histoire qu'il réécrivait, j'étais complètement invisible. Un engourdissement s'est répandu dans mon corps et s'est bientôt transformé en une chaleur ardente dans ma poitrine. Je me sentais stupéfaite non seulement par la perte de reconnaissance matérielle, mais par la trahison pure et simple. Ils n'ignoraient pas seulement mes efforts. Ils effaçaient délibérément les traces et attribuaient la gloire à Claire, comme si je n'avais jamais sacrifié le moindre effort. À leurs yeux, je n'avais jamais existé. J'étais une étrangère, quelqu'un mis à l'écart dans la maison même que j'avais contribué à garder. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les larmes couler. Mais ces larmes n'étaient pas les mêmes qu'auparavant. Ce n'était plus un désespoir impuissant. Cette fois, une résolution différente s'est élevée en moi. Je ne pouvais pas permettre que la vérité soit enterrée. Je ne pouvais pas les laisser construire une fausse histoire qui ferait de Claire la sauveuse et m'exclurait. Ils pouvaient accrocher une banderole. Ils pouvaient ajouter le nom de ma sœur à l'acte de propriété. Mais j'avais la preuve. J'avais chaque relevé bancaire, chaque email, chaque message. J'avais la vérité. J'ai sauté et me suis dirigé vers la table de la salle à manger où mes dossiers financiers personnels étaient encore empilés. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé il y a longtemps. Chaque reçu de virement soigneusement annoté par date. Le total final est resté clair. 72 000 $. J'ai feuilleté les pages, mon doigt traçant les chiffres, un feu s'élevant en moi. Ils peuvent réécrire l'histoire, mais je mettrai la vérité en lumière. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à mon ordinateur portable, j'ai rouvert la feuille de calcul et j'ai passé en revue chaque paiement que j'avais envoyé au cours des 3 dernières années. J'ai compilé tout cela dans un rapport financier soigné, comprenant un graphique à barres montrant chaque mois. En regardant les chiffres bouger, l'image est devenue indéniable. Sans moi, cette maison se serait effondrée il y a longtemps. J'ai même imprimé les messages de ma mère. M'a dit, juste cette fois. Sinon, la banque prendra la maison. Ces preuves ressemblaient à des marteaux brisant le mur de mensonges qu'ils avaient construit. Au moment où j'ai cliqué sur enregistrer, je me suis penché en arrière sur ma chaise, ma poitrine haletante. Je savais qu'une tempête arrivait. Mais cette fois, je n'avais plus peur. Si la vérité les embarrassait, ce n'était pas ma faute. J'étais restée silencieuse trop longtemps et j'avais été traitée comme une ombre. Maintenant, je laisserai la lumière tout révéler. Et quand cela se produirait, je n'aurais pas besoin de crier ou de pleurer. Je laisserai les chiffres et les preuves parler pour moi. Dans le calme de mon nouvel appartement, je me suis assise et j'ai regardé Seattle s'embraser dehors par la fenêtre. Pour la première fois, je pouvais voir le chemin que j'allais emprunter. Plus la bouée de sauvetage de la famille qu'ils pouvaient utiliser pour me noyer. Je deviendrais la voix de la vérité. Cette fois, ils ne pourraient pas m'ignorer. La nouvelle du dîner d'appréciation familiale m'est parvenue par une parente, ma cousine Sarah, la seule personne de la famille qui gardait encore contact et prenait parfois de mes nouvelles. Un après-midi, elle a appelé, hésitante. M'a dit, je pense que tu devrais savoir. Tes parents préparent une grande fête à Seattle. Ils appellent ça un dîner d'appréciation familiale. On m'a demandé de préparer le diaporama, mais je suppose que tu sais déjà à quoi sert la fête. J'ai froncé les sourcils, bien que je n'ai pas été vraiment surprise. Mes parents ne rataient jamais une occasion de faire de Claire le centre de l'attention. Sarah a baissé la voix. Ils disent qu'ils veulent mettre l'accent sur son rôle dans la préservation de la maison familiale. Je trouve ça injuste, mais je n'ose rien dire. J'ai remercié Sarah pour son honnêteté, puis je me suis assise longuement dans l'appartement vide, regardant les lumières de la ville par la fenêtre. Ils avaient accroché la banderole, et maintenant ils prévoyaient une fête pour officialiser le faux récit. Si je restais silencieuse à nouveau, cela signifierait que j'acceptais d'être effacée de l'histoire familiale. J'ai rapproché mon dossier,
ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler comme si je préparais un projet financier majeur. J'ai scanné tous les relevés bancaires de 2020 à 2023, marquant clairement les transferts vers le compte de mes parents. J'ai rappelé chaque note, soutien hypothécaire, aide. Juste ce mois-ci. J'ai compilé le tout dans une feuille Excel massive et je l'ai importé dans le logiciel d'analyse professionnelle que j'utilise au travail. Sur l'écran, des graphiques à barres sont apparus, ce mois-ci haut, ce mois-ci bas, mais la ligne de dépenses globale a continué de monter. J'ai regardé le chiffre final en gras dans le coin, 72 000 $. Mes mains tremblaient sur le clavier. Ce chiffre n'était pas seulement de l'argent. C'était 3 ans de ma jeunesse, de ma sueur, d'opportunités manquées d'acheter une maison, ma vie sacrifiée pour une maison qui me repoussait maintenant. Je ne me suis pas arrêté aux chiffres. J'ai ajouté une chronologie claire. Le jour où mon père a perdu son contrat de construction, l'appel nocturne de ma mère avec le message m'a dit « Si tu n'aides pas cette fois, la banque prendra la maison. » Juste cette fois, je promets. J'avais encore ce texte, les mots tremblants brillant dans l'obscurité de mon téléphone. Je l'ai cru et j'ai viré l'argent ce soir-là. J'ai inséré une capture d'écran de ce message dans le rapport, la plaçant juste sous le titre « La promesse, juste cette fois ». Et en dessous, le graphique, 36 instances de « Juste cette fois ». J'ai ombré le graphique à barre du vert au rouge pour que quiconque regarde puisse voir que ce n'était pas un hasard. C'était un sacrifice systématique. Tout en peaufinant le rapport, j'ai pensé à la réaction de mes parents. Ils seraient furieux. Ils le nieraient. Mais cette fois, j'avais une arme. La vérité exposée, nette et indéniable. Je n'aurais pas besoin de crier. Je n'aurais pas besoin de supplier. Je n'avais qu'à me tenir droite et laisser les chiffres et les preuves parler d'eux-mêmes. Et puis l'opportunité est venue de Sarah. Un soir, elle a de nouveau appelé, soupirant, j'ai fini le diaporama qu'ils m'ont demandé de faire. Ce sont juste des photos de la maison. Claire sur le porche. Des légendes comme « Merci, Claire, d'avoir gardé le feu familial allumé. Ça fait si faux. » Je suis resté silencieuse un moment, puis j'ai demandé. « Sarah, peux-tu m'envoyer le fichier ? J'aimerais donner quelques suggestions. » Elle a hésité, mais a finalement accepté. Quand le fichier est arrivé, je l'ai ouvert et j'ai fait défiler jusqu'à la dernière diapositive. Comme je m'y attendais, des mots audacieux remplissaient l'écran. « Merci, Claire, d'avoir préservé notre maison familiale. » J'ai pris une profonde inspiration et je me suis mise au travail. J'ai copié tout le fichier et j'ai fait une version séparée. Toutes les photos et toutes les légendes sont restées inchangées. Je voulais que la fête paraisse normale pour qu'au dernier moment, la vérité explose. J'ai ajouté une séquence de diapositives après la section de Claire. D'abord, une chronologie des dates et des montants des transferts, puis un graphique à barres sur 3 ans, et enfin des captures d'écran des messages que ma mère m'a envoyés. J'ai gardé la dernière diapositive très simple. Une photo de la maison prise l'été dernier avec un texte audacieux en dessous. C'était ma contribution. Ne l'oubliez pas, en parcourant le diaporama, mon cœur battait la chamade. Non pas par peur, mais parce que j'étais prête. Tard ce soir-là, j'ai enregistré le fichier à 3 endroits différents. Mon ordinateur portable, une clé USB et le cloud. Je ne pouvais pas laisser une défaillance technique ruiner le plan. J'ai soigneusement préparé un rapport financier imprimé, je l'ai relié et je l'ai mis dans mon sac. J'imaginais la scène, mes parents debout devant les proches, racontant fièrement les exploits de Claire pendant que je m'avancerais tranquillement, brancherais la clé USB dans le projecteur et laisserais la vérité se révéler. Je n'aurais pas besoin de dire grand-chose, juste une phrase qui se répétait dans ma tête. Si la vérité vous embarrasse, ce n'est pas ma faute. Dans les jours précédant le dîner, je vivais calmement en surface alors qu'un feu brûlait en moi. J'allais au travail le matin, dirigeais des réunions et signais des rapports pour l'entreprise. Le soir, je rentrais à la maison, m'asseyais à la table de la salle à manger et fixais le dossier et la clé USB rangée devant moi. Je répétais dans ma tête comment j'allais avancer, comment j'allais brancher la clé USB, comment j'allais dire cette unique phrase. Pas de tremblement, pas d'hésitation. Tout devait être décisif et stable comme un verdict rendu en silence. Je ne serais plus juste la sœur toujours comparée. Plus une ombre décolorée. J'allais avancer et cette fois, tout le monde devrait me voir. Le restaurant du centre-ville de Seattle brillait comme une grande scène. Ce soir-là,
je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant longtemps avant d'entrer. De loin, je pouvais voir les voitures familières des proches et des silhouettes se mouvant derrière les fenêtres. Tout le monde était vêtu de façon formelle, radieux, comme s'il se préparait pour une grande cérémonie d'honneur, un dîner d'appréciation familiale. J'ai souri faiblement, le cynique en moi murmurant encore. Ils appellent ça une fête de famille, mais en vérité, c'est un spectacle à sens unique pour Claire. À l'intérieur du restaurant, de chaudes lumières dorées inondaient la salle principale. Mon père se tenait en bout de la longue table, microphone à la main, un sourire suffisant sur le visage. Ma mère était assise à côté de lui, les yeux brillants, et Claire, la figure centrale, portait une robe émeraude, ses cheveux soigneusement relevés, souriant doucement comme si elle portait vraiment le poids de la famille sur ses épaules. Je me tenais tranquillement près de l'entrée, écoutant les paroles de mon père. Nous avons tellement de chance d'avoir Claire, la fille qui a préservé la maison familiale, qui s'est mobilisée pour que notre famille ne perde jamais notre lieu d'appartenance. Des applaudissements ont traversé la pièce. J'ai vu quelques proches se pencher et murmurer, hochant la tête. Dans tous ces éloges, personne n'a mentionné mon nom. Personne n'a parlé des nuits où je suis resté éveillé à m'inquiéter du prêt hypothécaire ou des 3 années de transfert réguliers. J'aurais aussi bien pu ne jamais exister. Le diaporama a commencé à jouer sur le grand écran. Des images familières apparaissaient l'une après l'autre. La maison recouverte de neige hivernale. Claire se tenant fièrement sur le porche avec un sourire radieux. Mes parents avec leurs bras autour d'elle. Des mots s'étendaient sur les diapositives. Merci, Claire, d'avoir gardé le feu familial allumé. Claire, notre fierté. La salle s'est remplie de rires, de tintements de verre, de conversations animées. J'ai serré les poings, sentant le sang bouillir dans mes veines. Pourtant, je suis resté immobile, attendant le moment exact. Et puis c'est arrivé. Lorsque la dernière diapositive est apparue, au lieu des mots « Merci, Claire », l'écran a vacillé et a changé pour un fond blanc éclatant avec des lettres noires audacieuses. Contribution financière 2022 à 2023. Toute la pièce s'est figée. Fourchettes et couteaux arrêtés à mi-chemin, chaises arrêtées à moitié reculées. Quelqu'un a halté. D'autres ont levé la tête pour regarder autour d'eux. J'entendais le battement de mon propre cœur, mais extérieurement, je suis resté calme. J'ai poussé la porte arrière de la salle et je suis entré sous le regard stupéfait de tout le monde. Mes talons ont frappé le parquet avec des pas réguliers et résonnants qui ont traversé le silence. Je me suis arrêté au bout de la pièce, et levé le menton et j'ai dit clairement, lentement et fermement. Si la vérité vous embarrasse, ce n'est pas ma faute. Pendant plusieurs secondes, personne n'a prononcé un mot. Le seul son était le faible bourdonnement du ventilateur du projecteur. Puis, d'un coin de la table, quelqu'un a commencé à applaudir. Les applaudissements se sont propagés à un autre, puis à un autre. D'abord sporadique, le son s'est rapidement rassemblé en un rythme régulier, résonnant dans toute la salle. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu les yeux de mes proches se tourner vers mes parents, certains remplis de choc, certains de reproches, et certains de déception. Le visage de mon père a perdu sa couleur, les 2 mains agrippant le microphone si fort que ses jointures sont devenues blanches. Ma mère est restée figée, les lèvres tremblantes comme si elle voulait parler, mais ne pouvait former aucun mot. Et Claire, celle qui avait été célébrée quelques minutes auparavant, a baissé la tête, les joues brûlantes, la bouche s'ouvrant sans un son. Je l'ai vue secouer ses épaules, ses yeux détournés, comme si tout son monde venait de s'effondrer. Je me suis avancé, les lumières tombant directement sur moi, illuminant chaque ligne de mon visage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement regardé droit dans les yeux de mes parents et j'ai répété, 3 ans, 72 000 $. Sans cet argent, la maison aurait disparu il y a longtemps. Vous le savez, et je le sais. Mais vous avez choisi le silence. Vous avez choisi d'inventer une autre histoire. Alors, que toute la famille entende la vérité. La pièce a éclaté en murmures. Un oncle s'est penché vers sa femme et a chuchoté, je me souviens qu'elle disait une fois qu'elle travaillait tellement d'heures supplémentaires à l'époque. Maintenant, je comprends pourquoi. Une tante a secoué la tête. Mon Dieu, comment ont-ils pu laisser Maddy tout porter et donner le crédit à Claire? Les murmures se sont répandus rapidement, comme un incendie attrapant de l'herbe sèche. J'ai vu ma mère se recroqueviller sur sa chaise, les yeux rouges et humides. Mon père est resté assis droit, mais son visage était de pierre, sa gorge serrée,
incapable de rassembler une défense. Je me suis retourné vers l'écran où le chiffre 72 000 $ brillait toujours. J'ai levé la main et je l'ai pointé du doigt. C'est la vérité. C'est la personne qui a gardé la maison. Personne ne peut le nier. J'ai laissé le silence s'étirer pendant quelques secondes, puis j'ai abaissé ma main. La salle semblait retenir son souffle avant que les applaudissements ne reprennent, cette fois plus forts, se propageant sur toutes les tables. Quelques proches se sont même levés, les yeux remplis de soutien alors qu'ils se tournaient vers moi. Claire a levé la tête, les yeux embués de larmes, me regardant comme pour un secours. Mais je n'ai pas répondu. Je n'étais pas venu la réconforter, ni me réconcilier. Je suis venu exposer la vérité. L'atmosphère du dîner a complètement changé. Les rires et les bavardages ont disparu, remplacés par des regards furtifs et inquiets dirigés vers mes parents. Ce n'était plus une célébration de Claire, mais un tribunal silencieux pour eux. J'ai pris une longue respiration, me suis tourné pour partir quand j'ai entendu ma mère appeler doucement. Maddy. Sa voix tremblait, presque suppliante, mais je n'ai fait que secouer la tête. Je te l'ai déjà dit. La vérité n'est jamais ma faute. Puis je me suis tourné et je suis sorti, laissant derrière moi les murmures, les visages stupéfaits et une famille qui se délitait en silence. La fraîche nuit de Seattle m'a enveloppé lorsque je suis sorti. Je me suis arrêté sur les marches du restaurant, levant mon regard vers le ciel scintillant. En moi, il n'y avait ni gloire, ni sentiment de victoire, seulement du soulagement. Le poids de 3 ans avait enfin été déposé, et je savais qu'à partir de ce moment, personne ne pourrait m'effacer. Personne ne pourrait nier la vérité selon laquelle j'avais été celle qui avait maintenu leur maison debout. 2 jours après le dîner, alors que son écho résonnait encore dans la famille, quelqu'un a frappé à la porte de mon nouvel appartement. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas et j'ai vu mes parents debout là. Ma mère portait un lourd manteau, son visage était épuisé, ses yeux gonflés comme si elle avait pleuré toute la nuit. Mon père avait l'air abattu, les mains dans les poches, soudainement plus petit que la figure d'autorité qu'il avait projetée au restaurant. J'ai hésité un instant, puis j'ai ouvert la porte. Ils sont entrés, leurs yeux hésitants alors qu'ils regardaient mon nouvel espace, lumineux, rangé, propre, complètement différent de l'atmosphère tendue de l'ancienne maison où j'avais déversé de l'argent pour les maintenir à flot. Ma mère a parlé la première, sa voix tremblant, presque brisée. Maddy, je suis désolé. Nous avons eu tort de rester silencieux, tort de te laisser tout supporter. Nous ne nous rendions pas compte de tout ce que tu avais sacrifié. Après cette nuit, nous avons parlé. Nous ajouterons ton nom sur l'acte de propriété. Tu le mérites. Tu as gardé la maison intacte. Je suis resté immobile, la regardant dans les yeux. Une fois, ces mots m'auraient fait pleurer, pensant enfin avoir été reconnu. Mais maintenant, debout dans mon propre appartement avec les clés sur la table et les murs peints dans des couleurs que j'avais choisies, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de cette promesse. J'ai secoué la tête, calme mais ferme. J'ai une maison maintenant, maman. J'ai ma propre vie. Je n'ai plus besoin d'être lié au passé. J'ai vu les lèvres de ma mère trembler et mon père détourner le visage, la gorge serrée. Il ne s'attendait pas à une réponse aussi simple. Mon père s'est éclairci la gorge. Mais c'est ton travail, tu le mérites. Je l'ai interrompu, ma voix plus douce mais résolue cette fois. Ce que je mérite, ce n'est pas un nom sur un papier. Ce que je mérite, c'est le respect. Et vous ne me l'avez pas donné. Je n'ai plus rien à prouver. J'ai déjà tout par moi-même. Là. Je me suis souvenu de tout. Les nuits où j'ai envoyé de l'argent en silence. Les fois où j'ai avalé mes larmes en entendant Claire être louée. Les moments de désespoir quand j'ai réalisé que j'avais été effacé de l'histoire familiale. Tout cela m'avait mené ici. Je ne me blâmais plus d'avoir sacrifié, car ces sacrifices avaient forgé ma résilience. Je ne désirais plus avoir mon nom inscrit sur l'acte de propriété de l'ancienne maison, car j'avais déjà un chez moi, un lieu construit par ma propre force et ma foi. Je suis resté assise longtemps à regarder les lumières de la ville se refléter sur le fleuve lointain. À ce moment-là, j'ai compris une vérité simple. Ma valeur n'avait jamais été dans les étiquettes que les autres me mettaient. La sœur sensible, celle moins capable que Claire, ou la fille qui aide seulement. Ma vraie valeur résidait dans la résilience que je m'étais forgée. Dans le courage de continuer à marcher quand j'étais blessé, et dans le choix de mon propre chemin, même quand cela avait un coût. Je me suis penché en arrière sur la chaise,
j'ai fermé les yeux et j'ai laissé mon souffle se mêler au son du vent. Un ancien chapitre était clos. À partir de ce moment, je n'étais plus l'ombre qui se tenait derrière Claire. J'étais Maddy, la femme qui avait gardé la maison en vie par un sacrifice silencieux, mais plus important encore, la femme qui s'était gardée entière. Et pour la première fois, je me sentais assez légère pour sourire, non pas forcé, mais réel. La nuit de Seattle continuait de brûler, et j'ai vu clairement une chose. J'avais réécrit mon histoire, et elle n'était plus liée au déni. Elle était liée à la vérité que j'avais choisi de vivre. Un dernier message a résonné dans mon cœur comme un murmure à quiconque avait jamais été comme moi. Votre valeur ne réside pas dans les étiquettes que les autres vous mettent. Elle réside dans la résilience que vous vous forgez.